Du coup, je vais faire Bonjour à tous. Je vais faire la présentation à une seule voix. Donc, vous m'excuserez s'il y a quelques hésitations sur la partie d'Isabelle qui est quand même la majeure partie de ce programme. Donc, le projet SwimTox s'intéresse à déterminer les indicateurs associés aux phytoplancton toxiques dans le risque infectieux ou sanitaire même des eaux de baignade. Donc c'est un projet qui a duré 24 mois et qui a impliqué différentes structures du CRISICA et aussi en dehors du CRISICA, puisque l'IRD, le CNRS, l'IFREMER ont été impliqués, et aussi l'ANSES et la DAS pour nos collègues qui sont plus sur la partie sanitaire, et aussi un groupement de baigneurs nous a accompagnés pour faire un suivi sur les eaux de baignade dans la baie des Citrons. Donc à l'origine du projet, on a été contacté à plusieurs reprises à cause d'eau colorée, avec des questions principalement, sont-elles toxiques pour l'homme, pour la pêche ou pour la baignade? Et aussi régulièrement, quand on va se baigner à la baie des Citrons ou ailleurs, on se dit mais pourquoi l'eau pique? Quand on garde nos enfants, surtout, ils ont des peaux un peu plus tendres que les nôtres, on voit quand même pas mal d'irritations. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, on voit des irritations qui sont différentes. Donc soit des petits boutons sur la photo en haut, soit sans boutons, où on a vraiment une irritation et juste une coloration rougeâtre de la peau. Du coup, l'objectif du projet a été de regarder comment est-ce qu'on peut déjà visuellement différencier ces colorations, donc ces eaux rouges. Donc il y en a qui sont toxiques et il y en a qui ne sont pas toxiques. En haut à gauche, vous avez par exemple une efflorescence de Trichodesmium, qui est une cyanobactérie potentiellement toxique. Et à droite, vous avez le cas contraire, qui est une ponte de corail, de coraux. Et du coup, à ce moment-là, vous avez aussi une eau rouge, mais à ce moment-là, celle-là est pas du tout toxique. Dans un premier temps, la chose la plus simple, c'est de regarder au microscope et de regarder les différences. Donc, en termes d'efflorescence, on va trouver donc les cyanobactéries ou aussi les dinoflagellés, comme vous avez à droite une photo de Dinophysis. Ensuite, en termes d'analyse, ce qu'on va regarder soit dans la qualité des eaux de baignade, soit dans les coquillages, c'est des analyses chimiques, donc par exemple par test ELISA, qui vont nous permettre de détecter de manière quantitative la présence de toxines ou non dans nos échantillons, ou en ce qui concerne ma partie, par HPLC-MS, où là on va vraiment pouvoir comparer la quantité de toxines par rapport à des standards de toxines que l'on va retrouver, que l'on utilise pour quantifier exactement la présence de phycotoxines dans nos échantillons. Donc, il y a eu plusieurs sites d'études. Donc, en ce qui concerne les Trichodesmium, ce sont des efflorescences en général qui ont lieu au large, dans une région qui se situe entre la Nouvelle-Calédonie et les Vanuatu. L'IRD sur cette carte suit une station, la station Spot, où mensuellement il y a des collectes d'eau réalisées par les cargos. De temps en temps, selon les vents, on va avoir des échouages massifs de ces efflorescences sur les côtes, en particulier sur la côte est de la Calédonie, mais pas seulement. Ces échouages peuvent entraîner une mortalité chez certains organismes marins, comme ça a été récemment vu au Vanuatu, et voilà. Ensuite, on va avoir... j'ai un peu du mal à voir là. Oui, je crois que c'est tout pour cette partie-là, excusez-moi. Le deuxième site d'étude a été vraiment la région autour de Nouméa, puisque là aussi on a eu des échouages de cyanobactéries, donc en particulier sur la région de Mingetta et en baie de Sainte-Marie, où Isabelle et quelques autres collègues ont pu récolter des échantillons qu'Isabelle a ensuite analysés. Et on a suivi sur 2 saisons la baie des Citrons et certains coquillages qui étaient présents aussi en baie des Citrons, en Svata et sur la pointe de Wemo. Donc dans ce cadre-là, on a placé une station d'analyse sur la baie des Citrons et on a aussi on est rentré en contact avec des nageurs et un groupe de nageurs qui ont pu nous faire des remontées pour
pour savoir quand est-ce que l'eau piquait. Et comme on est sympa et qu'ils nagent très bien, on leur a en plus accroché une grosse bonbonne derrière eux pour qu'ils puissent nous ramener des échantillons lors de ces moments assez désagréables. Donc voilà, en parallèle des cyanobactéries, on a aussi d'autres classes de microalgues qui sont toxiques, donc en particulier les diatomées et les dinoflagellés. Moi, les dinoflagellés, c'est un peu mon dada, donc c'est pour ça aussi que je suis sur ce projet. Et du coup, à l'origine, au niveau sanitaire, en fait, les symptômes, enfin les différentes toxines sont classées en fonction de leurs symptômes. Donc, on a des symptômes de type amnésiant, paralysant, diarrhéique ou neurotoxique. Et pour certaines microalgues, on a d'autres cas de type respiratoire, dermatotoxicité ou un impact au niveau cardiaque. Donc, au niveau de l'Europe, on a plusieurs toxines qui sont réglementées. Donc, l'acide domoïque, qui est produit par Pseudonychia, qui est une diatomée. Et ensuite, on a différentes toxines qui sont produites par des dinoflagellés. Et en ce qui concerne la partie sanitaire, c'est la saxitoxine, l'acide ocadéique et les azaspiracides qui sont réglementés. C'est-à-dire quand on dépasse les seuils qu'on peut voir à droite, les seuils réglementaires, l'État français fait fermer les zones de pêche. Donc ça, c'est des règlements européens. Donc en Calédonie, on n'est pas soumis à cette réglementation. Je vous ai mis en rouge aussi un 23 microgrammes. Gardez-le à l'esprit parce qu'il va revenir à la fin de la présentation. Qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a collecté du plancton pour essayer de reconnaître visuellement les espèces que l'on avait. Donc, durant les efflorescences de cyanobactéries, donc la partie d'Isabelle, et aussi en dehors de ces efflorescences. Pour ma part, j'ai placé des capteurs passifs. Donc, en fait, c'est une résine qui va absorber toutes les toxines dissoutes. C'est-à-dire qu'à la fin d'une efflorescence de microalgues, on va avoir une libération de ces toxines dans l'environnement et ces résines vont absorber ces toxines et en fonction des toxines, on va pouvoir dire il y a telle ou telle espèce et on va avoir une première indication de la quantité de toxines que l'on a dans notre milieu. Et aussi, après, on a utilisé des capteurs biologiques qu'on connaît tous très bien, donc les mollusques bivalves qui passent leur temps à filtrer et du coup qui vont assimiler toutes ces toxines issues de microalgues. Ensuite, les méthodes. Donc il y a eu aussi la partie production, récolte de biomasse et identification, c'est ce que je viens de dire. Au niveau biologie moléculaire, ça c'est plus la partie d'Isabelle. Elle est allée chercher s'il y avait la présence ou non de gènes qui étaient qui signaient la production de toxines dans les cyanobactéries. Au niveau biochimique, donc c'est des tests ELISA, et après on a aussi fait des tests en HPLC-MS sur culture cellulaire avec l'ANSES pour voir si ces toxines étaient plus ou moins toxiques sur différents modèles. Donc il y a eu cardiaque sur des cellules du cerveau et bien sûr sur les cellules cutanées puisqu'on parle des dermatoses. Et une partie un peu épidémiologique avec la mise en place d'un questionnaire pour essayer de corréler symptômes et microalgues ou autres organismes que l'on pouvait rencontrer sur le terrain à ce moment-là. Donc la première question, est-ce que ça peut être, est-ce que les eaux colorées de type cyanobactérienne peuvent être toxiques? Donc sur les différents échantillons qui ont été ramenés, on en a eu 50% de ces échantillons ont montré une toxicité sur les tests réalisés par l'ANSES de Fougères. Donc il y en a eu 7 sur 10 qui ont montré une toxicité sur les tests cutanés, 5 sur 10 sur les cellules neuronales et sur les cellules du foie, on en a 3 sur 6. Ce qu'on peut voir, c'est que on a pu voir une petite... On peut voir ici un décrochage de la courbe qui montre à quelle quantité de toxines on a une toxicité. Et on a quand même pas mal de toxicité sur certains échantillons, que ce soit en province nord ou en province sud, avec... Non,
en province des îles Loyauté ou en province Sud, pardon. Ensuite, Isabelle a aussi utilisé des données issues de la campagne Tara pour essayer de voir si dans les trichodesmiums on retrouvait au niveau génétique les gènes responsables de la production de toxines. Et ce qu'elle a pu voir, c'est que ces gènes étaient bien présents, et ce, à une échelle globale, puisque trichodesmium est aussi présent à une échelle globale dans les océans. En ce qui concerne les dermatoses, sur la période de suivi, on en a eu 8 en hiver et en été, avec 50% des cas qui présentaient des inflammations. Donc ce qu'on peut voir à droite, c'est les photos que je vous montrais tout à l'heure. Donc on a des cas où on voit nettement des piqûres et des cas où on voit une inflammation rouge, mais qui est pas très nette. Par contre, ça brûle au niveau de la peau. À chaque fois, on a pu retrouver des espèces potentiellement toxiques, que ça soit des cyanobactéries, des dinoflagellés ou du zooplancton. Donc en particulier, on les voit pas très bien, mais il y a des espèces de polychètes qui brûlent vraiment quand on est piqué, ou c'est souvent les petites méduses aussi. Mais dans tous les cas, on retrouve des espèces toxiques. Après, c'est difficile d'identifier quelle est l'espèce responsable du symptôme. Au niveau des tests ELISA, donc on a les différentes zones de prélèvement. Donc à droite, la partie B des citrons, en bas, la région autour de Spot, et en haut, les prélèvements lors des florescences. Donc ce qu'on peut voir, et c'est pas forcément très étonnant, c'est qu'on retrouve plus de toxines lors de ces efflorescences. Donc ce test ELISA recherche le groupement ADA, qui est en lien avec les microcystines, donc des toxines de cyanobactéries. Au niveau de la région Spot, on est vraiment sur des concentrations plus faibles, et sur la baie des citrons, on avait aussi des concentrations relativement faibles, mais on était en dehors de ces périodes d'efflorescence. En bas, vous avez l'alerte sanitaire baignade, la quantité, qui est utilisée en métropole. Donc on peut voir que lors des florescences, on est quand même à des quantités bien au-dessus de ces valeurs-là. Après, on pourra rediscuter, c'est-à-dire qu'on va y aller. Donc ces tests ELISA, ils recherchent les groupements ADA, c'est-à-dire ils recherchent toutes les microcystines. Par contre, parmi ces microcystines, on en a qui sont plus ou moins toxiques. Le souci qu'on a, c'est que dans le trichodesmium, on va pas retrouver les microcystines classiques. On va retrouver, les premiers tests permettent de montrer qu'il y a des microcystines, mais qu'on ne connaît pas actuellement. Donc on est pour l'instant dans la capacité de dire si ces dernières sont très toxiques ou pas. Donc ça demande des études complémentaires, en particulier pour isoler, caractériser ces microcystines, et ensuite pour les tester sur différents modèles, même si on a pu voir qu'Isabelle a commencé à le faire avec l'ANSES, et qu'on voit quand même une certaine toxicité sur les modèles cutanés et hépatiques. En ce qui concerne les autres toxines issues de dinoflagellés, donc là, on a regardé ce qui était dans le dissous, et on a utilisé une HPLC-MS-MS, c'est-à-dire que là, on est quantitatif. Je vais vous dire exactement combien de cette toxine j'ai dans mon échantillon. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a une différence entre la période froide et la période chaude. On multiplie à peu près par 2 notre quantité de toxines dissoutes dans nos échantillons. Ensuite, on voit aussi qu'on a une relativement grande diversité, puisqu'on va retrouver de l'acidocadaïque, de la hyésotoxine, des pecténotoxines, des aspiracides, des pinatoxine G. À chaque fois, on a un organisme différent derrière cette production de toxines. Après, on est allé voir ce qui se passait dans les coquillages. Donc, dans les coquillages, on va retrouver aussi une grande diversité de toxines. Je ne vais pas toutes les faire, mais on pourra revenir dessus par la suite. Et après, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. C'est que les quantités ne sont pas énormes, mais on a une diversité importante. Ici, on est aussi en zone tropicale, donc on a bien sûr regardé si on avait des toxines en lien avec la ciguatera. Donc on n'a pas de toxines en lien avec la ciguatera, avec la gratte. Par contre, on a de la brevétoxine 3, qui est une neurotoxine qui produit des symptômes similaires.
Donc là, ça va nous poser des problèmes aussi parce qu'on va avoir des cocktails de toxines en lien avec les symptômes avec la ciguatera. On a une bonne nouvelle par contre, c'est qu'on n'a aucune toxine liée aux palytoxines. Donc les ostréopsis, donc c'est les toxines qui produisent les palytoxines, sont très présentes en Calédonie. Par contre, on a pu voir qu'elles ne produisent pas les toxines qui provoquent les dermatoses. Ces dermatoses, dues aux ostréopsis, ont fermé énormément de plages en Méditerranée au cours de ces dernières années et dans le Pays Basque. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Après, on retrouve des toxines de type diarrhéique. Donc là, pour la baignade, pas de souci, sauf si on s'amuse à boire l'eau. Par contre, ça va poser un problème pour tout ce qui va être consommation de coquillages. Idem pour les toxines à action rapide. Le point qui est aussi intéressant en ce qui concerne les dermatoses, c'est qu'on retrouve des pinatoxines G. Donc c'est des toxines qui sont présentes dans Vulcanodium rugosum, et cette microalgue a montré des dermatoses très importantes à Cuba et au Sénégal. En ce qui concerne la baie des citrons, hors efflorescence, on est au niveau des seuils de sécurité sanitaire. On n'est pas au-delà, mais on est au niveau des seuils. Donc attention, mais on a encore de la marge. Donc voilà, il y a une grande diversité, plus que dans la partie dissoute, mais c'est aussi dû à la métabolisation des toxines dans les coquillages, qui explique la plus grande diversité qu'on va retrouver dans les coquillages. Donc voilà, pour les perspectives et la conclusion, donc on a quand même accumulé pas mal de connaissances, en particulier sur les facteurs environnementaux déclencheurs des eaux colorées au large. Donc la partie en haut, c'est plus pour la partie cyanobactérienne. Et il faut continuer ces travaux pour essayer de décrire ces nouvelles toxines issues de trichodesmium. Et donc maintenant, à voir comment développer des systèmes d'alerte. Donc les efflorescences du large sont relativement faciles à identifier au niveau satelllital. Donc on pourrait éventuellement imaginer des systèmes d'alerte quand et où les efflorescences peuvent s'échouer sur le littoral. Pour les autres toxines, on trouve quand même beaucoup de toxines réglementées en Europe, aux US, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc en cas de développement de la filière conchilicole, attention. Si on développe et qu'on exporte, faudra vraiment réglementer ces toxines au niveau de la Nouvelle-Calédonie et les suivre parce qu'on nous demandera de savoir les quantités qu'il y a dans les coquillages. Donc on a la présence de microalgues provoquant des dermatoses. Donc ce que je disais, il faut suivre tout ça en cas de développement de la filière conchilicole. Et ce que moi je trouve, c'est qu'il y a un manque de connaissances en termes de biodiversité sur les microalgues toxiques en Nouvelle-Calédonie et aussi au niveau de leur chimiodiversité. Donc il y a une nécessité d'étendre les études en termes de lieux, mais aussi au niveau temporel. C'est-à-dire là, on a fait saison froide, saison chaude, mais on est passé à travers les efflorescences de microalgues. Donc on a la signature basale de ce qu'on peut retrouver au niveau de la baie des Citrons et dans les baies de Nouméa. Mais cependant, on n'est pas au-delà des seuils sanitaires de l'ANSES, donc il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer outre mesure. Donc merci à tous pour votre attention et je tiens à remercier toute l'équipe qui a participé à ce projet. Merci à tous. Merci pour la présentation, Thierry. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais venir vous apporter le micro. Donné qu'on est filmé, c'est bien que vous puissiez parler au micro. Pas de questions? Ah, si. Ah. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très intéressant, qui pose plein de questions et j'espère qu'on pourra continuer à progresser sur ces sujets-là. Tu as parlé d'une toxine qui avait des symptômes assez proches de la gratte. La brévétoxine. Oui, voilà. Est-ce que les médecins en Nouvelle-Calédonie, par exemple, peuvent faire la différence entre une gratte et ces symptômes donc C'est bien, entre les symptômes de la gratte et de la brévétoxine, c'est pas forcément évident faut quand même avoir à l'esprit que la gratte, c'est
c'est près de 250 symptômes qui peuvent être reliés à la gratte. Mais un des symptômes majoritaires, c'est l'allodynie, donc c'est l'inversion de température, enfin de ressenti de température. Et ça, c'est vraiment typique aux ciguatoxines. Par contre, les autres, on va pouvoir aussi les retrouver dans d'autres espèces, comme les diarrhées, comme la tachycardie. Et ça, les brevets toxines vont vraiment apporter et risquent de compliquer le travail des médecins. Après, ce qu'on essaie de réaliser au niveau de la ciguatera, et on essaie de travailler avec les dispensaires, en particulier à l'IFU, c'est dès qu'ils ont des cas de ciguatera qui sont vraiment identifiés comme tels, d'essayer de nous récupérer des échantillons de chair de poisson ou de bénitier qui sont associés à ces cas-là. Comme ça, après, nous, on peut faire les analyses et on peut dire oui, non, c'est de la ciguatera. Et c'est ce qu'on a commencé à faire et ça marche pas à tous les coups. Et après, la ciguatera, il y a aussi un effet accumulation. C'est-à-dire, on va accumuler, on va pas avoir de symptômes, et puis on va passer un seuil. Et là, on va avoir des symptômes qui vont être parfois très forts. Donc, ça dépend aussi de ce qu'on a mangé. Des fois, on va manger un poisson qui va pas avoir beaucoup de gratte, mais comme on a accumulé beaucoup cette quantité de toxines avant, ça explose. Et des fois, on va manger un poisson très gratteux, mais comme on n'aura pas mangé de poisson depuis longtemps, là, on passera à travers. Bonjour, merci également pour l'exposé. Une petite question sur les éléments liés au climat et à la concentration de CO2, à la fois dans l'atmosphère et dans l'eau. Est-ce que justement ces éléments ont à votre connaissance, un impact clair, évident, connu sur le développement des cyanobactéries et sur le développement de ces toxines? Est-ce que l'analyse et les connaissances qu'on a sur l'évolution de ces concentrations ces dernières années et peut-être sur les prévisions et les modèles climatiques sont des éléments qui sont pris en compte pour appréhender de quelle manière ce phénomène serait susceptible d'évoluer? Souvent, la question et la réponse, c'est pas forcément très clair. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir vous dire que une augmentation de température drastique va entraîner des efflorescences. Donc ça, c'est pas aussi clair. Ça reste des organismes photosynthétiques, et quand on a des très fortes températures, par exemple au cours d'une vague de chaleur, ça peut faire comme pour les coraux. Les algues vont pas forcément aimer. Par contre, si on a une dégradation des récifs coralliens, derrière, on va avoir forcément une apparition d'autres producteurs primaires, donc en particulier les microalgues, et sur la partie algues toxiques, la ciguatera est très en lien avec la dégradation des récifs coralliens. Pour la partie cyanobactéries, je connais beaucoup moins, je suis désolé, c'est une partie que je maîtrise quand même beaucoup moins. Pour la partie dino et autres microalgues, tout ce qui va être en lien avec le CO2, c'est des organismes photosynthétiques, ils adorent le CO2. Donc voilà. Après, faut faire gaffe au pH. Ils vont supporter une baisse de pH due à l'acidification. Il y a certains classes d'espèces, donc toutes celles qui ont des squelettes calcaires, qui vont forcément détester ça. Après, il y en a d'autres à qui ça va pas faire grand-chose, jusqu'à un certain seuil. Faut pas non plus exagérer. Mais une petite baisse du pH, donc ça veut dire une plus grande quantité de carbone inorganique dissous pour le phytoplancton, c'est pas mauvais. Après, attention. Merci Thierry pour cette présentation. J'ai vu qu'il y avait la DAS dans le projet. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite autour de la fermeture des zones de baignade suite à un certain seuil de toxines, si j'ai bien compris, et si c'est le cas, la mise en place d'outils donc pour faciliter cette détection. Merci. Donc la DAS nous a accompagnés tout au long du projet. Je crois qu'il y a Muriel Hagen qui était en visio. J'ai pas vu s'il y avait d'autres membres de la DAS. Pour l'instant, c'est plus informatif. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Les fermetures de baignade sont dues à la présence de toxines très particulières, de microcystines qui sont
très toxique et connu pour être toxique. Dans les microcystines, il y a une quantité innommable de microcystines. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, c'est est-ce que les microcystines qui sont en lien avec les échouages massifs de trichodesmium sont toxiques, très toxiques ou peu toxiques. Donc là, on a tout un travail à faire en termes d'évaluation de cette toxicité et en termes d'identification aussi, puisque ce qu'on a vu, c'est a priori on en a, mais on ne sait pas encore lesquelles. En tout cas, elles ne sont pas connues actuellement. Il y a une question ici, une réponse de Muriel Hagen justement de la DAS. La difficulté pour la DAS et la réactivité. Avez-vous identifié des indicateurs qui permettraient d'anticiper des fermetures de plages, par exemple, en dehors des analyses, imagerie satellitaire, etc. En dehors de la partie satellitaire qui pourrait... En fait, si on a les images satellitaires, si on sait où sont les efflorescences au large, après on a tous les collègues qui travaillent sur tout ce qui est hydrodynamique, on peut éventuellement prédire où vont aller ces efflorescences. Et du coup, avoir une information quelques heures, jours avant ces échouages. En dehors de ça, pour la partie baignade et cyanobactéries, il me semble compliqué de pouvoir dire autre chose. Après, les tests par ELISA, c'est quand même relativement rapide, donc on peut aussi utiliser ça, et c'est ce qui est couramment utilisé en métropole pour surveiller la qualité des plans d'eau, en particulier dans les lacs. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je pense à quelqu'un qui est en train d'écrire dans Teams aussi. Bon, merci pour l'exposé. Et puis les questions qui ont suivi, qui ont aussi abondé à répondre à d'autres questions que j'avais. Donc, si j'ai bien compris, ça vient quand même du large, ces histoires-là. Pour la partie cyanobactéries. Ah, seulement pour la partie. Donc, il y a des choses qui sont... Je dirais même plus pour la partie trichodesmium. Ouah. Parce qu'on a des cyanobactéries de type Lyngbia qui sont benthiques et qui, elles, sont côtières et qui peuvent aussi entraîner des dermatoses. Ah, donc... et c'est la guerre chimique dans l'eau. Faut quand même en avoir conscience. D'accord. Ils se font pas de cadeaux. Et donc, en fait, les raisons d'émergence de ces phénomènes sont pas uniques. Donc, parce qu'entre côtier et large, c'est bien différent. Donc, qu'est-ce qui est fait pour ce qui est côtier, ce qui est local? Est-ce qu'il y a des risques plus importants que d'autres? Et est-ce que et des exemples d'émergence toxique locale, quoi, qui sont à demeure? Alors, qui sont à demeure. Donc, à demeure, en termes d'historique, on a toutes les données sur la ciguatera. Ça, tout le monde, je pense, ici est conscient du risque de la gratte quand on mange une grosse loche. Voilà. Après, là, ce qu'on vient de montrer, et à ma connaissance, c'est la première fois qu'on le montre. Donc, l'article est écrit, on est prêt à le soumettre. Là, on est sur les dernières relectures. Donc là, on vient de montrer pour la première fois la présence d'autres toxines réglementées en Nouvelle-Calédonie. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'études au préalable qui ont été réalisées sur la présence de ces toxines. Donc, c'est vraiment un aspect novateur de ce projet. C'est que pour la première fois, on montre qu'il y a une grande diversité de phycotoxines en Calédonie, en lien avec les dinoflagellés, éventuellement pour Procentrum. Et puis, on sait que récemment, il y a eu aussi tous les échouages de Lyngbia sur l'IFU qui ont entraîné des gros problèmes de dermatose et qui ont été étudiés par l'IRD aussi. C'est Lyngbia majuscula pour son petit nom. Merci Thierry. Est-ce que d'autres questions ou peut-être Voilà. Sinon, il n'y a pas de surveillance mise en place en Calédonie actuellement sur les coquillages ou les poissons que l'on consomme. Le territoire est immense aussi à surveiller, donc c'est pas évident. C'est fait en métropole, hein, toute la partie coquillage, surveillance, c'est fait, mais c'est beaucoup de monde sur le terrain pour aller prélever, pour faire les analyses, pour rendre les rapports, et après c'est les préfectures qui ferment ou non les zones de baignade, enfin qui ferment ou non les zones de pêche. Pour la partie baignade, j'y connais moins, mais pour la partie pêche, c'est comme ça que ça se passe. Une dernière question. Égal.
Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Justement, pour la dynamique, avez-vous des idées de la demi-vie ou le temps de latence de toutes ces toxines dans les baies? Avez-vous des idées de la dynamique, soit directement non, puisqu'il n'y a pas de suivi, mais indirectement fait ailleurs? Alors sur le terrain, on va vraiment avoir. Alors on a la dynamique de la production primaire. Donc si on a un apport massif, par exemple d'azote, on va avoir une efflorescence. Après, il faut garder à l'esprit qu'on est quand même en zone tropicale, plus ou moins oligotrophe. Donc on va pas avoir les mêmes dynamiques qu'on peut retrouver sur les zones temporaires avec des grosses efflorescences au printemps ou à l'automne en lien avec les précipitations. Au niveau de dynamique dans le coquillage, une fois que la toxine est accumulée, on va avoir, lors d'une efflorescence, on va avoir une très forte augmentation. Une fois que cette efflorescence s'en va, en général, on a une détoxification qui se fait en 2 phases. C'est-à-dire, on va avoir une détoxification rapide dans un premier temps, avec l'évacuation des algues toxiques du tractus digestif des coquillages. Et ensuite, on va avoir quelque chose qui va prendre plus de temps, qui va être la détoxification des tissus en soi. Donc là, c'est à savoir si l'efflorescence, à quel niveau va se placer l'efflorescence. Est-ce que les coquillages vont pouvoir se détoxifier rapidement pour être en dessous du seuil, ou si on va trop haut, à ce moment-là, les toxines sont dans les tissus, rentrent vraiment à des taux élevés dans les tissus, et à ce moment-là, ça prendra plus de temps avec des périodes de fermeture qui sont variables en fonction des toxines. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Je vous propose de passer au projet suivant. Donc, oui, je vais partager. Il y a une autre question? Ah oui. Pour améliorer la caractérisation du danger, de nouvelles recherches sont-elles programmées? De nouvelles recherches sont-elles programmées? Moi, j'étais quand même... ça m'a un petit peu inquiété, pas beaucoup, mais un peu, mais du coup, au sein de l'accord cadre Ifremer avec les collectivités calédoniennes, on essaie actuellement de mettre en place un suivi sur cette partie algues toxiques. Donc on va voir, on est en pleine négociation actuellement. Et après, il y a un volet en théorie algues toxiques sur le prochain PPR Océan Climat, qui sont les projets prioritaires de recherche. Donc là aussi, on est en pleine rédaction et on essaie de savoir plus ou moins qu'est-ce qu'on favorise pour voir l'impact des marine heatwave. Voilà, il y a des projets en cours. On essaie aussi de mettre en place la partie Sigua Watch. Donc c'est un programme qui a été développé par l'ILM, l'Institut Louis Malardé à Tahiti, et qui permet en fait de cartographier les cas de gratte au niveau de l'échelle du Pacifique. Et comme ça, donc en particulier, c'est fait par les médecins qui peuvent déclarer leur cas comme ça sur ce site, et aussi, je crois, par les pêcheurs qui peuvent éventuellement déclarer des cas de gratte. Donc comme ça, petit à petit, on peut déterminer quelles sont les zones gratteuses, quelles sont les espèces impliquées, et éventuellement, pour certaines personnes, avoir accès aux données épidémiologiques en lien avec ces événements de gratte.